À 18 ans, je me sentais pas du tout gamine. J'étais pas alignée avec mes parents. Tout ce qu'ils faisaient, j'aimais pas. Et j'aurais jusqu'à 10 magasins et 27 salariés. Je n'ai jamais dit un jour je serai à la retraite. C'est inconcevable dans mon esprit. Et un jour, il n'y avait plus de comptabilité. Voilà, donc terminé. Ça veut dire quoi, il n'y avait plus de comptabilité? Ça avait plus de sous. Et c'est là qu'on m'a dit, mais vous avez une tumeur aussi grosse qu'un pamplemousse. À partir de ce moment-là, je dirais toujours que j'ai un corps de rêve. Combien de marathons? J'ai fait 7 marathons. Et puis tu as fait le premier camp de base de l'Everest? Oui, je suis montée en haut du Kilimandjaro. Je vous avais dit qu'elle avait un parcours exceptionnel. Bienvenue dans ce nouvel épisode podcast Madame Bonheur. Je suis super heureuse de vous retrouver et surtout de retrouver mon invitée du jour qui est Virginie. Alors Virginie, elle est chère à mon cœur. C'est quelqu'un que j'avais vraiment envie de vous présenter lors de cet épisode. Merci beaucoup Virginie d'avoir accepté mon invitation. Alors en même temps, je te cache pas que j'aurais été très vexée que tu n'acceptes pas mon invitation avec le rapport qu'on a. Donc Virginie, c'est mon amie et c'était au départ, juste pour la petite histoire, ma cliente. C'est-à-dire que tu es venue à un moment, il y a à peu près 8 ou 9 ans, tu t'es retrouvée dans un de mes séjours Bulle d'amour, des séjours yoga que j'organisais à l'époque, dans le Var. Et tu es arrivée, je me souviens encore, sur ce parking, avec ta grosse berline, les mains dans les poches, et tu m'as dit « Je viens ici parce que je veux retrouver... ma féminité. » Voilà, c'est comme ça que notre échange a commencé et puis il s'en est suivi beaucoup de choses, beaucoup d'échanges et D'aventures, exactement. Et d'aventures. Et une très très grande amitié. Avant que je te laisse la parole et que tu te présentes, je veux juste expliquer la raison pour laquelle je t'invite. Tu es pour moi l'une des femmes que je connais les plus inspirantes. Donc je me suis dit que naturellement, je trouvais hyper intéressant que tu puisses prendre la parole sur cette chaîne pour expliquer un petit peu ton parcours et surtout qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est que la résilience, qu'est-ce que c'est que de se relever, etc., etc. Donc, si tu veux bien juste te présenter. Déjà, bonjour Marilyn, ma très très chère amie. Merci de me prendre pour une star. J'adore, tu sais. Voilà, je suis un peu impressionnée de devoir faire finalement un bilan aujourd'hui. Ça me permet aussi de peut-être me regarder un peu plus près. Virginie, j'ai 57 ans, j'ai eu 4 enfants, j'ai été mariée 2 fois. Et dans tout ce parcours, j'ai eu, comme tout le monde, des pierres, des montagnes sur mon chemin à franchir, des lacs à traverser, des mers à faire en apnée et de la souffrance et finalement peut-être avec beaucoup de bonheur. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai à chaque fois mis un pied devant l'autre, comme les marathons que j'ai faits, comme les parcours que j'ai faits et comme la vie me demande d'avancer chaque jour. Ouais. Alors justement, on va en reparler parce que dans ton parcours, on a quelques points communs, notamment le sport, puisque tu as fait énormément de marathons, donc on y reviendra, mais j'aimerais juste qu'on reprenne un peu la genèse de ton histoire et qu'on reparte de la petite Virginie, et puis que tu puisses expliquer comment tu étais en tant qu'enfant, dans quel genre de famille tu as été élevée, comment ça s'est passé pour toi quand tu étais petite. Déjà, très rapidement, je me demandais pourquoi j'atterrissais dans cette famille. Toute petite, je me souviens déjà en me disant, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. J'étais pas alignée avec mes parents, tout ce qu'ils faisaient, j'aimais pas. Donc j'ai très vite été très introvertie. Et puis, je me suis forgée, construite en fait, avec moi-même. Après, j'ai eu des parents très compliqués qui se sont déchirés pendant des années. Alors, voilà. Je me permets, quand tu parles de parents compliqués, tu parles de parents surtout défaillants, c'est-à-dire avec des abus en tout genre, des maltraitances, etc. Je trouve que c'est intéressant, sans rentrer dans les détails, mais juste de comment, en tant qu'enfant, en ayant vécu ce que tu as vécu, avec du recul, avec le recul que tu as aujourd'hui en tant qu'adulte, comment tu as pu rebondir assez rapidement, partir, etc., t'en sortir en fait finalement. Je parle vraiment quand t'étais ado, tu vois, après. Je me suis fait émanciper à l'âge de 16 ans, donc je partirai de 0 à 16 ans, simplement dire qu'on aime ses parents, quoi qu'il advienne, parce qu'on ne sait pas et parce qu'on les aime, parce qu'on pense que tout ce qu'ils font, c'est ce qu'on doit faire en tout cas, ou c'est ce qu'on te dit de faire, donc tu le fais. Et il y a une espèce d'acceptation, mais au bout d'un moment... vers 7-8 ans, je me demandais quand même si c'était bien normal que j'avais un père comme ci, comme ça.
Je sentais un malaise, en tout cas, très vite s'est installé quelque chose qui allait pas. Mes copines à l'école étaient super épanouies, rigolaient, parlaient de leur père ou de leur mère. Et moi, je voyais que j'avais quand même une difficulté à évoquer certaines choses. Et donc, je me suis rapidement aperçue que les choses n'allaient pas, quoi, à la maison. Et j'avais un petit frère et une toute petite sœur après, 8 ans après. On aime sa famille, on aime son frère, donc on se rapatrie un petit peu sur son petit frère. On essaye de trouver des tantes, des oncles. Tout le monde ne nous écoute pas forcément. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on est très fort quand on est enfant. On soupçonne pas la force d'un enfant. En tout cas, je l'aurais aussi appris après, en revenant sur cette petite fille intérieure, que, en fait, elle était super forte. Mais je suis restée longtemps avec avec un cœur très brisé par rapport à ça, oui. Ah ouais, complètement. C'est ce que tu m'avais déjà évoqué à l'époque et j'étais assez admirative aussi de ça, de voir à quel point tu avais su seule finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui t'a sauvé. Tes parents étaient très jeunes, vous avez peu de différence, ils étaient très très jeunes. Et donc, ils ont fait un peu n'importe quoi. Ce qu'ils ont pu. Puis en plus, maintenant, je vais vous dire avec le recul, c'est des parents qui avaient déjà, eux, de leur côté, énormément aussi souffert. Ah bah, bien sûr. Donc aujourd'hui, je leur pardonne rien. Je ne suis pas Dieu, je peux pas pardonner, puisque voilà. Mais en tout cas, je me suis fait mon... D'ailleurs, on n'est pas tout à fait d'accord par rapport à ça. Tu le sais, Virginie. Sur le pardon ? Bah, tout à fait, ouais. Ouais, le pardon appartient à Dieu, certainement, ou à un esprit supérieur que j'ai pas. Je suis pas Dieu. Je suis juste une femme. Et j'essaye de me sortir de ça. Je peux, dans l'idée, comprendre ou accepter certaines situations qui ont donné des résultats. Mais en tout cas, le pardon, mon cœur est certainement encore beaucoup trop blessé pour pouvoir aller jusqu'à là. J'expliquerai après, mais en tout cas, j'ai pas de colère, j'ai pas de rage. J'en ai jamais vraiment eu non plus. J'ai jamais vraiment voulu me venger aussi non plus. Mais j'ai toujours voulu surtout avancer, et ça va être mon mot d'ordre toute petite, c'est d'avancer, d'aller ailleurs, de rêver grand pour arriver. Et je le dis encore à mes enfants aujourd'hui, on ne vit que des rêves que l'on fait. Voilà. En fait, c'est justement ça, et je pense que c'est l'une de tes clés qui étaient déjà des clés de sagesse à l'époque, c'est qu'au lieu de rentrer dans une colère, une haine et un besoin de revanche, toi, ta revanche, entre guillemets, c'était plutôt de réussir et d'aller basculer sur quelque chose. Personne ne m'a soutenue, vous allez voir ce que moi je vais en faire, en fait. Alors, justement, en avançant un peu dans ton parcours, donc voilà, avec cette enfance-là, comment tu démarres dans ta vie au départ ? Qu'est-ce que tu te dis quand tu rentres dans ta vie active, en fait ? Qu'est-ce que tu te dis ? Déjà, tu te cherches. À 16 ans, voilà, t'es émancipée, t'as 16 ans, t'es dans une chambre de bonne, porte de Versailles, et là, tu te dis, ouais, c'est quoi ma vie et qu'est-ce que j'en fais et où je vais ? Donc, je savais que j'avais pas envie de rester sur Paris. Je savais que j'avais besoin de verdure, de grands espaces. Voilà, et donc de rencontres. Après, j'ai fait évidemment monitrice, j'ai passé mon BAFA, j'ai fait du scolaire, et puis j'ai très vite rencontré un jeune homme à l'époque, et j'avais très vite besoin de me construire ma propre famille. Donc j'ai eu ma première fille à 18 ans. C'est ça, voilà. jeune, ouais. Très jeune, mais j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de ça. Et je dirais que ma vie commencera au démarrage de la naissance de ma fille, puisque c'est de là que je comprendrai tous les sens de ce que je ne ferai jamais à mon enfant, ce que j'ai reçu et ce que je ne ferai jamais. Et je ferai surtout autrement de ce que j'ai appris et reçu. Ouais. Voilà. Et de là commencera ma vie. Aujourd'hui, Jennifer a 38 ans, je crois, 37, 38 ans. L'âge est assez compliqué pour moi parce que je ne me réfère pas à l'âge, mais à plutôt mes envies. J'ai 3 petites filles aussi, j'ai oublié de le dire, j'ai 3 petites filles. Donc, je suis grand-mère. Et voilà, mais ma vie le sens de ma vie prendra une tournure à la naissance de Jennifer et de mes 2 autres filles derrière. Et un fils 15 ans plus tard. Alors justement, c'est intéressant quand tu dis ça, quand tu dis que ta vie prend une autre tournure à la naissance de Jennifer, la plus grande. Donc, qu'est-ce que à 18 ans, donc ça t'a fait quoi ? Fait faire un saut quantique, ça t'a fait... À 18 ans, j'avais déjà 40 ans. Je me voyais comme une femme. Je suis très rapidement vue une femme. Je suis passée certainement d'une petite fille à une femme. Et je rêvais d'avoir 40 ans. J'ai toujours 40 ans. Ah oui, voilà. Ça t'est resté. Parce que j'avais été... Bon, mais en fait, voilà, je rêvais d'être la femme que je suis.
Et c'est pour ça que je dis Intéressant. toujours, on ne vit que des rêves que l'on fait et on peut continuer à les rêver et l'être, quoi, voilà. Jamais j'ai pensé avoir un âge certain ou un certain âge. Les autres m'ont demandé ma pièce d'identité à des moments pour savoir, mais vous êtes qui, vous faites quoi dans la vie? Tellement j'ai toujours été l'accomplissement de ce que j'avais envie de faire. Ouais, Voilà. complètement. Donc, à 18 ans, je me sentais pas du tout gamine. Je pensais que j'étais une femme. J'avais déjà envie d'être ce que j'étais. Voilà, comme je le représente, comme j'avais envie d'être. Cette maternité te fait grandir et te permet de rester un peu figé dans un âge que tu as toujours eu envie d'avoir. Et c'est vrai que moi qui te côtoie assez régulièrement, tu restes dans ce que tu as envie de... Tu as toujours fait, en fait, finalement, ce que tu avais envie de faire. Et je pense que c'est aussi l'une de tes clés de réussite. Alors, pour continuer un peu ta progression, ensuite, donc, tu as un premier mari avec qui tu as 3 filles. Donc, voilà, une histoire et vous séparez à terme parce que tu portes aussi, certainement, comme beaucoup de femmes, beaucoup de choses. J'accélère très vite dans mon parcours et j'ai un homme qui est là, qui lui a plutôt envie de regarder la télé, d'être cool et tout ça. Et moi, j'ai des projets, j'ai des envies, il faut que ça bouge, faut que ça bouge. J'allais dire, sinon ça va pas si ça dégage. Ouais. Voilà, bon, non, donc j'ai envie d'avancer. Moi, j'avais des projets et des envies. Voilà, il voulait pas le suivre. Et puis, donc, du coup, très vite, nos chemins se sont séparés. Et voilà, donc je me suis retrouvée avec mes filles. Et j'ai continué à travailler, à progresser, à améliorer. Vu que j'avais eu Jane de bonheur, j'avais arrêté l'école. Donc, je suis assez autodidacte sur tout ce que je fais. Ça, c'est aussi très intéressant. Et c'est aussi pour ça que je trouve que tu forces le respect et l'admiration. Parce que tu t'es fait sans diplôme, sans grandes études, et aujourd'hui, on va voir un peu tout ce que tu as fait. Donc, ça veut bien dire, et ça va probablement faire du bien à plein de personnes. On n'est pas obligé de faire des études pour réussir, pour se sentir bien. Et c'est pas forcément une nécessité, en fait. C'est pas une nécessité, mais bon, faut avoir envie d'être dans la discipline du travail. On est d'accord. Il y a pas d'autre mot. Je peux pas dire ça. que j'ai pas fait des heures. Je peux pas dire que j'ai pas travaillé. Non, c'est ça. J'ai eu jusqu'à 2 emplois, mes 3 filles et autres. Mais c'est... Alors, est-ce que tu dirais que c'est pour pallier justement à ce manque d'études, entre guillemets? Comme s'il fallait que tu en fasses plus pour pouvoir... Oui, parce que de toute façon, un travail, je me serais vite ennuyée dans un seul travail. Il m'en fallait au moins 2 pour pouvoir me nourrir aussi. Parce que je pense que... En bon chemin de vie 3 que tu es également. Il fallait me nourrir et rien n'était difficile en tout cas. Mais il y avait une discipline du travail et de l'amour du travail. Voilà. Enfin, ce qui m'a vraiment aujourd'hui, qui que ce soit, diplôme ou pas diplôme, c'est l'amour du travail. Voilà, l'amour du travail, de ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire. toujours aimé, en fait. Et Je je n'ai jamais dit un jour je serai à la retraite. C'est inconcevable dans mon esprit. Je travaillerai toujours. 40 ans, donc. Justement, j'étais tellement une fille des je pourrais recommencer. Voilà, mais il y a eu des moments où j'ai eu des jobs forcément qui m'ont pas toujours plu, mais qui ont été nécessaires dans une discipline d'argent, dans une discipline de devoir. Voilà, mais après, j'ai jamais vraiment souffert. Et j'ai vite rebondi parce que je suis pas restée trop longtemps dans des endroits où ça allait pas. Et souvent, l'élève a souvent dépassé le maître. On s'habitue, on aime, donc on sait où sont rangées les choses. Et souvent, après, c'est le patron qui dit « Mais où c'est que c'est ?» Voilà, non mais... J'exagère un peu, mais c'est quand même ça. Voilà, ouais. Ok. Et alors, donc après, tu quittes donc ce premier conjoint avec qui tu as 3 enfants. Et puis après, tu rencontres un autre homme. Ouais. Entre-temps, je change aussi de job et je me mets en micro-entreprise, parce qu'à l'époque, c'était tout le démarrage des micro-entreprises. Et je me mets à vendre des bouchons. Des bouchons en liège sur les bouteilles. Donc là, une nouvelle aventure arrive, vignoble, les vignerons, les commandes, tout ce qui s'ensuit. Donc là, je rencontre donc effectivement mon deuxième mari, avec qui j'aurais eu Geoffrey. Lui avait déjà 2 enfants. À nous deux, on institue une magnifique maison et on aura 6 enfants pendant 15 ans à nous deux à gérer. Okay. Ça, c'est un job aussi. Tu m'étonnes. Et pendant ce temps-là, je me dis, puisque je vends des bouchons, ça me faisait trop voyager, trop.
Donc, je dis: «Je vais plutôt travailler, là où on habite et trouver quelque chose à vendre, qui m'aille bien, qui me convienne» et comme j'étais dans le vin, le fromage, la dégustation épicurienne et tout autre et ben, j'ouvrirai un premier magasin de fromage, de fromagerie. Donc, tu ouvres une fromagerie. Donc, juste qu'on comprenne bien, Ouais. tu ouvres une fromagerie sans avoir de notion spécifique de fromage, c'est-à-dire que tu n'as pas fait d'études spécifiques. Ah non, je suis pas fromagère de Voilà. métier. Moi, Donc, j'ai voilà, pas tu été dans ouvres une une- écurie et dans des étapes pour au pied des vaches, mais voilà. Non, mais après, je suis passionnée bon, j'habite quand même un secteur qui s'appelle Sancerre, avec le crottin de Chavignol. Donc voilà, la mise en place était un peu là, avec des amis fromagers et autres. Voilà, ça a été toute une mise en place. De là, ça se développe, ça va super bien. Je prends un ou deux salariés. Et puis de là, je rebondis sur un autre magasin, sous d'autres opportunités. Et j'aurai jusqu'à 10 magasins et 27 salariés, plus les 6 enfants et plus une C'est vie et plus des contrariétés. Voilà. Un ou deux Alors, prémices de cancer. Juste, je reviens justement là-dessus. Donc, tu as une dizaine de magasins. En combien de temps tu fais ça entre la fromagerie et le dernier magasin que tu ouvres dans ce centre commercial que tu achètes en fait 4 ans. 4 J'ai mis ans. 4 Donc, ans, cette 4 ans, tu progression. ouvres 10 magasins. Voilà. Donc, ça va de la fromagerie À magasin de deux chaussures. magasins de chaussures, magasin utilitaire de cuisine, voilà. Un salon de thé avec brocante, qui fait un peu brocante et autres, puisqu'on pouvait acheter les meubles et tout ça sur place. C'était hyper avant-gardiste en plus. Hein. Mais c'est un truc de fou. Non, mais hyper avant-gardiste. Mais tout me venait, mais comme ça, avec l'énergie en fait. C'était et je veux le dire aussi, c'était pas un pouvoir d'argent. L'argent n'est pas un pouvoir pour moi. Hein, c'est plutôt une énergie. J'avais envie que ça passe, ça contrepasse. Les gens cherchaient du boulot, je retrouvais du travail. Du coup, j'ouvrais des magasins pour elles. J'ai une fleuriste qui cherchait j'ai dit on va ouvrir un magasin de fleurs. Donc nous voilà repartis avec 2 magasins Interflora sur le secteur. On fera des deuils, non mais voilà tout va. Alors l'une justement, ça me fait galoper. penser à ça, l'une de tes spécificités par rapport à ton chemin de vie, tu as un chemin de vie 3. Donc l'une des spécificités ou de tes zones de génie du chemin de vie 3, c'est justement la mise en relation des gens. C'est-à-dire cette capacité que tu as de mettre les gens en relation, ce lien social que tu crées très facilement. Par aussi ton charisme, ton aura. Et l'une des qualités que tu as qui est assez rare chez le 3, c'est que tu es ancré. Souvent, le 3, il est très créatif, il a beaucoup d'idées, mais il a du mal à les mettre en application parce qu'il est un peu créatif et c'est un peu contradictoire avec. Et toi, tu as dans ta vie cette espèce d'ancrage qui te donne la force et d'avoir la créativité, l'élan, l'ambition. Donc, 10 magasins, donc en plus pas des magasins, c'est pas des petits pop-up stores hyper simples. À chaque fois, ça demande quand même, c'est un vrai métier. Il faut acheter de la marchandise, il faut avoir du stock. J'allais à Rungis la nuit, avec 6 enfants à la maison. Et 6 enfants, bon, ils grandissent aussi. Et alors déjà, 1 ou 2 enfants, en général, je vois que les couples souffrent un petit peu. Au bout du 3e, il y a plus de fluidité et plus on en a, je pense que plus c'est plus cool, plus ils se mettent en place, plus on donne aussi des directives et que tout le monde est obligé de les suivre, sinon on vit dans un capharnaüm. Donc tout ça va aussi bien, ils s'entendent bien, on est une famille recomposée, ce qui a fait tenir le couple aussi, je pense, pendant 20 ans, c'est que les enfants s'entendaient formidablement bien. Voilà, on avait vraiment une ligne de conduite avec nos enfants qui faisait que tout allait très bien, quoi, ouais. Je me souviens quand même, à un moment où je voulais faire un 3e enfant, c'est Virginie que j'ai consultée et elle m'a dit « Mais les yeux fermés, finger in the nose, c'est génial, 3 enfants, ils vont suivre... » C'est plus fluide. C'est plus fluide que 2. Ça dépend des fois. Non, mais à 2, ils se disputent qu'à 2, que quand ils sont 3, il y a toujours 3. Voilà. Ça, c'est sûr. Non, mais pas que, mais c'est plus fluide pour eux. En tout cas, après, c'est ce que je pense, hein, mais voilà. En tout cas, donc, tu as géré vraiment cette tribu, etc. Et puis, arrive un moment où tu t'aperçois que, donc c'est là où on va parler de la tromperie avec ton ex-conjoint, où là, alors c'est pas j'ai envie de dire presque une tromperie banale, comme ça arrive dans beaucoup de couples, mais de tout ce qui s'en est suivi, c'est vraiment ça qui est assez dramatique et en même temps ce qui t'a permis aussi de changer de vie. Voilà, de changer de vie et d'avoir autrement et autre chose, ce qui est pas
aujourd'hui très grave. Ça a été très dur à surtout à accepter. Voilà, c'est que moi je gérais, je m'occupais des enfants, je faisais tout ce qui était gestion des magasins, gestion du personnel et autres. Et mon ex-mari était comptable et s'occupait de la compta avec tout ça. Et un jour, il y avait plus de comptabilité. Voilà, donc terminé. Ça veut dire quoi, il n'y avait plus de comptabilité? Ça avait plus de sous. Ah oui. Voilà, les sous avaient disparu, ils servaient certainement à autre chose et autres. Et donc là, on est mis du jour au lendemain, j'apprends qu'on est en liquidation totale. C'est ça. Et en Donc, fait, moi, ce qui m'a marqué... Et on était depuis 4 ans, Ouais. sans que je le sache, depuis 4 ans, on était en redressement. Mais moi, évidemment, dans ma folie du parcours, 27 salariés, les 6 enfants, moi, je courais partout. 3 prémices de cancer, un peu d'hospitalisation, tout ça. C'est ça. Donc, tout ça très compliqué, je ne vois rien. Et lui, tous les matins, il allait chercher le courrier, il me dit, t'inquiète pas, je gère, Il t'inquiète pas. détournait le courrier, en fait. Et moi, en tout cas, il se passait certainement des choses, mais pris dans mon parcours, à moi mais tout allait tellement bien. Voilà. Donc là, ça a été un choc. Et après ça, là, terminé. Donc les magasins ferment. C'est ça, en fait. Moi, je me souviens, qui m'avait vraiment marqué, c'est que là, tu as la gendarmerie qui arrive dans ton centre commercial, où il y a donc ces 10 magasins, et qui te fait fermer les boutiques les unes après les autres. Voilà. Avec tes salariés à l'intérieur, c'est hyper violent, c'est hyper choquant. Oui, c'est comme ça que ça se passe en France. J'ai travaillé dès 1er mai, où j'ai eu l'inspection du travail qui est venue me voir pour savoir pourquoi ma patronne me faisait travailler ce 1er mai. J'ai dit non, vous pouvez constater, je suis toute seule au magasin et c'est moi qui tiens le magasin à 1er mai. Donc oui, non, c'est la France. Donc là, c'est le parcours de la France. Tes magasins ferment. En amont de ça, tu apprends que ton mari t'a trompé avec une autre femme. Et là, c'est là où tu commences à déclencher un premier cancer. Ouais. C'est ça, c'est après après la tromperie, oui. Voilà, la tromperie. Donc, du choc émotionnel. Exactement. Donc, toute cette maladie qu'on peut reparler, enfin, tout ça, effectivement, le corps réagit. Parce que moi, en fait, dans ma tête, ce qui était important, c'est que les enfants aillent bien et qu'on avance. Donc, à force d'avancer, il y avait un certain déni avec soi-même. Et je ne voyais pas que j'étais en forme ou que j'avais des trucs qui n'allaient pas et tout. Je m'en apercevais pas trop, quoi. Parce que j'étais partie aussi focus dans ce que j'étais. T'étais à fond, tu le dis souvent, tu compares ça souvent à un TGV, tu vois, lancer à grande vitesse. Puis je me voyais pas me jeter du TGV, je voyais pas mettre le stop et que tout le monde s'arrête. Ah, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, fallait aussi continuer à faire vivre nos enfants. Il y en a qui étaient en fac, il y en a qui étaient en train de passer un bac. Entre-temps, moi, j'en ai une qui a eu un choc émotionnel par rapport à justement une opération que j'ai eue et qui est devenue diabétique type 1 du jour au lendemain. Enfin voilà, il y avait tout un parcours. Avec des soins et tout journalier. Voilà. Juste par rapport à ce cancer, pour évoquer à quel point tu étais, tu vois, lancée dans ce TGV et dévouée aux autres, que ce soit à ta famille, à tes magasins, etc., c'est que c'est un matin, en fait, tu n'as juste pas pu te lever. Oui, j'avais une tumeur tellement grosse sur l'intestin qu'en fait, ça m'avait empêchée et j'avais les 2 jambes qui ne répondaient plus. Je ne pouvais pas sortir du lit un matin comme ça. Et c'est là qu'on m'a dit, mais vous avez une tumeur aussi grosse qu'un pamplemousse. Voilà. Et ça n'était pas perçu. C'est hallucinant à quel point le corps peut, quand tu es focus sur quelque chose, tu vois. Et... Comme quoi, oui, il y a le corps et l'esprit. Et à partir de ce moment-là, je commencerai à travailler d'ailleurs là-dessus, sur le distinguo entre le corps et l'esprit. Est-ce qu'on est capable de croire, d'imaginer, d'avoir envie de faire et d'aller ou enfin, en tout cas, l'état qu'on est et l'état de ce corps, voilà. Où à partir de ce moment-là, je dirais toujours que j'ai un corps de rêve. C'est ça. Voilà, parce que j'ai eu des enfants, il m'a suivi, j'ai eu des tumeurs et autres, il m'a suivi. Après, du coup, pour pas me laisser aller, j'ai fait du sport. C'est là que je rentrerai dans des grandes phases sportives pour pas me laisser aller, parce que j'ai eu très peur quand même. Et là, il m'a suivi. Et il me suit toujours. Donc, c'est pas un corps physique sexuel, mais c'est un corps de rêve qui fait tout ce que je lui demande par rapport à un esprit qui a envie de courir, de voyager, d'aller au premier camp de base de l'Everest. Alors, tu sais, Virginie, tu le sais, je reprends souvent cette expression-là parce que, encore une fois, c'est une phrase que tu as dit dans un des séjours, parce que le premier séjour que tu as fait avec moi dans le Var, s'en est suivi plein d'autres. Et un jour, j'étais en atelier, en conférence, avec vous devant moi, et j'ai évoqué cette phrase, j'ai posé la question, on parlait d'estime de soi et de confiance en soi,
Et je t'ai demandé de dire cette phrase où tu dis justement que tu as un corps de rêve. Et quand on dit ça au milieu d'autres femmes, évidemment, ça peut évoquer une espèce de problème d'ego. Et on se dit, mais elle est insupportable, celle-ci, de dire ça. Pour qu'elle se prend. Et en fait, quand on évoque ce que veut dire pour toi ce corps de rêve derrière, ben, j'ai trouvé juste ça magnifique. Et c'est vrai que souvent, je le redis, je leur explique cette anecdote que pour toi, ton corps de rêve, c'est parce qu'il t'a permis de guérir. Alors, il y a eu donc un premier cancer, tu as eu 4 enfants, puis tu as eu une autre tumeur à la mâchoire. Oui. Donc, pareil, où tu as guéri, tu as donc fait... l'utérus aussi. L'utérus également. Papillon, et puis... Et puis, tu as fait le premier camp de base de l'Everest. Oui. Aussi. Oui, j'ai fait le Kilimandjaro. Je suis montée en haut du Kilimandjaro. Je vous avais dit qu'elle avait un parcours exceptionnel. La traversée du désert blanc de la Laponie jusqu'en Russie. J'ai fait toute la cordillère des Andes. J'ai fait Lisbonne-Porto, par exemple, en Saint-Jacques-de-Compostelle. À pied, j'ai fait... Combien de marathons ? J'ai fait 7 marathons. New York, Chicago, Berlin. C'était une idée aussi de traverser toutes les plus belles villes du monde en courant, rien que pour moi, sur les boulevards. Enfin bon, avec d'autres gens, mais voilà, c'était une façon aussi de se dépasser. Et alors ça, c'est arrivé à quelle période, en fait ? Parce que, tu vois, quand tu parles de cette impulsion sportive, j'imagine qu'elle est nourrie par quelque chose. Qu'est-ce qui te poussait à faire ces défis sportifs à ce moment-là ? C'était dans quelle période de vie ? Justement après le cancer que j'ai eu sur le côlon, je me suis dit, là, faut que je bouge. Déjà, j'avais de l'embonpoint, j'avais pas senti ma tumeur parce que je pense que j'étais déjà costaud. Donc, au démarrage, je veux perdre du poids. C'était pour mincir, ouais. Voilà, pour mincir. Et là, je perds 34 kilos. Ouais, c'est ça. Et pour me donner des petits défis comme ça, pour me dire, allez, faut faire comme des trucs, puis pas avancer, puis faire tu fais un petit défi, que de courir et tout. Mais justement, aujourd'hui, j'ai du mal à reprendre des défis, parce que je ne sais plus quel bon défi me faire. À part aller sur la Lune, je sais pas quoi faire. Si, un jour, tu m'as appelée et tu m'as dit, Marie, il faut que tu me prépares mentalement, je vais traverser la Manche. À la nage. À la nage. Ouais. Tu te souviens de ça ? Ouais, mais t'as pas voulu. Ben non, mais j'ai dit, non, parce que physiquement, il y a un moment donné, en tant que ton ami, en tant que coach... On va préparer d'autres trucs. Mais en tant que ton ami, je me suis dit... J'étais inscrite aux 100 km de Millau quand il y a eu le Covid, en fait. Et c'est là que je ne ferai plus du tout de sport, parce que derrière ça, c'était un tel entraînement, parce que pour faire les 100 km de Millau, il fallait quand même avoir quelques marathons dans les pattes et autres. Ouais. Et donc là, ça m'aura vraiment coupé les pattes, j'irais. Et puis du coup, pendant le Covid, je vais prendre d'autres décisions et je vais changer de travail, je vais faire autrement. Et je prendrai des décisions aussi de changement de travail. Je repars un petit peu à l'école, pour l'école du commerce et de l'immobilier. Et aujourd'hui, donc, j'ai une agence immobilière et je suis directrice d'agence. Voilà. Et tu as de nouveau refait, donc, juste pour revenir un petit peu en arrière, donc, tu penses que le sport t'a permis, en fait, et de mincir, c'était ta première motivation. Mais l'impulsion émotionnelle, au fond, c'était quoi ? Une recherche de liberté, de santé déjà, et de liberté. Avec du recul, c'est ce que tu dirais, en fait. C'est vraiment ce que tu dis, là, de courir comme ça. J'étais quand même surchargée mentalement et surchargée du poids. Ça va avec. Et quand j'ai commencé à perdre du poids, j'ai senti aussi que j'avais besoin de liberté. En fait, j'avais accumulé cette tumeur. Vous voyez, toute l'image, elle est là, représentée, en fait, tout c'était... Et là, je me suis dit, non, mais il faut là... on arrête tout, il faut que... Ça fait prendre conscience, en fait. Énorme. De prendre soin de toi. Ouais. Donc, de là, je me suis dit, mais j'avais des rêves, j'avais envie de faire des trucs. Puis, il y a eu les enfants pendant 20 ans. Mais chaque chose a eu son temps, finalement. Et après, je me suis dit, je vais te consacrer du temps pour faire un petit peu mes envies. Et cette énergie, je la mettrai dans le sport. Après, c'est pareil, on s'y fait des amis, on a une activité, on a des potes. Donc, c'est une énergie qui nous emmène les uns vers les autres et autres sur des projets. Et puis, voilà. Et quand tu t'as tout perdu, t'avais donc 10 magasins, tu gagnais... beaucoup d'argent, ça représentait un train de vie, une famille, etc. Qu'est-ce qui s'est passé là quand les magasins se sont fermés, etc. Qu'est-ce que tu as fait ? Comme l'argent n'était pas pour moi important, c'était plutôt l'énergie que ça créait. J'ai été surtout très désolée de plein de choses, mais je me suis pas sentie moins riche ou plus riche. C'est comme mon âge, j'avais toujours 40 ans et je me voyais toujours riche. Donc du coup, j'ai continué à vivre comme je l'étais. Et donc j'ai continué parce que je l'ai pas, j'ai pas imprégné. C'est comme l'âge, voilà. L'argent, c'est comme, c'est l'énergie qu'on
y met, la façon qu'on a envie de voir les choses aussi. Oui, mais bien sûr, Moi, Virginie. j'ai de la chance, le matin, tous les matins que je me lève, je vais bien. Je suis contente. Même, bon, il y a eu des périodes plus difficiles, on en reparlera, mais je veux dire, j'ai cette énergie tous les matins qui veut que, voilà, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'ai aussi très peur certainement de mourir, donc j'ai envie de profiter. Je sais que le moment présent c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est justement peut-être alors cette peur de mourir qui fait que je dirais pas peut-être pas la peur, mais la présence d'esprit que tu es immortel plutôt, tu vois, qui fait que tu te dis bah vas-y, why not, pourquoi pas, comme quand tu perds tes 10 magasins, bah derrière tu reconstruis. Ouais, c'était pas enfin, c'était grave pour ce qui s'était passé, pour la perte d'un mari et tout ça, le cœur brisé évidemment, mais comme j'avais pas envie que faire que ça, j'avais déjà d'autres projets, d'autres envies et d'autres convictions, donc j'étais pas inquiète. En fait, j'ai jamais été vraiment inquiète. À partir du moment où on est en bonne santé, je suis pas inquiète de ce qui va arriver demain. Hein. La maladie et la mort sont des inquiétudes pour moi, mais le reste, Oui. tout va. En Quand fait, t'es c'est en bonne exactement ça. santé, Il y avait deux choses en parallèle. Tu avais déjà été malade et tu avais réussi à vaincre ça. Donc finalement, 10 magasins qui se ferment et le mensonge, etc. j'étais pas morte. Exactement. J'étais Voilà. pas Ça morte. n'était qu'un détail par rapport à la magie que ton corps avait pu réparer, etc. Et tu te disais, je suis encore ici. Mais c'est hyper fort comme message parce que ça veut dire que je pense que dans notre quotidien, on n'a pas assez conscience de ça et qu'on a tendance à se plaindre beaucoup pour beaucoup de choses. Jamais. Mais toi, oui, tu as tendance à avoir comme si tu étais passé quelque part près de la mort et que du coup, ben, la vie est encore là. Donc, tant que la vie est là, tout est possible. Moi, avec toi, Marilyn, j'ai mis des mots sur les vibrations que j'avais, voilà, de tout ce que tu fais, de toute l'énergie que tu apportes, et avec toutes les petits stages, mais il y a aussi des grands stages formidables. En tout cas, j'ai mis des mots sur les énergies que j'avais et j'ai pu aujourd'hui encore mieux les placer, mieux les positionner dans ce que je veux faire. Donc, je suis encore plus forte, disons, mais en tout cas plus persuadée que rien n'est fini, que tout reste encore à faire et que j'ai encore 1000 projets en tête. Mais en tout cas, oui, toutes ces vibrations sont importantes et toute cette énergie mise ensemble lors des séjours ont été aussi ont été très salvatrices pour moi quand même. Je suis sortie de plein de petits... Oui, t'as appris appris à bien... t'as appris beaucoup parce de qu'on choses. on peut être et rester dans une coquille enfermée, hein, comme puis continuer à avoir des tumeurs, des choses comme ça, puisque je suis venue te voir rapidement après ces maladies. Et tout ça m'a permis, en fait, aussi de découvrir que j'avais un corps de rêve, en fait, du corps. Parce que le yoga, je pensais que c'était fait pour les petites midinettes gonzesses. Quand on commençait à me dire, bon, bah, Virginie, plie-toi en deux et fais ça. Mais je dis, mais comment? Je fais des marathons et je me plie pas en deux, quoi. C'est quoi ce truc-là? Donc voilà, j'ai redécouvert un corps. Ouais. Voilà aussi. Hein, et c'est là que c'est dans T'as retrouvé une connexion, en fait. avec moi-même Ouais. et avec ce corps. Et c'est là que je mettrai en adéquation mon esprit et mon corps, voilà, au service de l'humanité s'il fallait. Mais en tout cas, Où t'as aligné, exactement, aligné. plus de choses. Ça a été vraiment, pour moi, ça m'a sauvée. Puis j'ai eu des circonstances aussi d'avoir des besoins d'urgence, parce que ça existe aussi. Et oui, j'ai vraiment eu un alignement qui s'est adapté grâce à toi aussi. Hein. Ouais, je dirais grâce à toi, parce que c'est toi qui as su, tu vois, m'appeler, venir, etc. À un moment où, à l'époque, j'avais donc ce cabinet à Mougins, où tu m'as appelé un soir très mal. Et alors, très mal, là où tu l'avais jamais été avant, malgré tout ce qui t'était arrivé. C'est vraiment un jour où tu as eu un genou à terre, et c'est important de le dire aussi, parce que c'est pas parce qu'on est forte, qu'on ne peut pas poser un genou à terre, et c'est pas parce qu'on pose un genou à terre que c'est terminé. Au contraire, et donc là, ce jour-là, tu m'as dit, voilà, ça va pas, donc tu as fait 700 km dans la nuit, tu es arrivé le matin, et on a fait des choses en séance pendant 10 heures. Pendant des heures, ouais, pour arriver des heures et des heures. À libérer ce que tu avais besoin du coup, une hyper-accumulation de choses. Trop. Mais c'était peut-être la préparation d'un nouveau prémisse de cancer. En tout cas, verbaliser, mis en place, être capable aussi de mettre un genou à terre et de se dire j'ai besoin de quelqu'un, m'a permis de ne peut-être pas. Je ne sais pas, on ne saura jamais du coup. Ouais. Donc du coup, je suis super en forme depuis.
Et il m'est jamais arrivé d'autre chose. Donc du coup, oui, voilà, faut verbaliser, faut aller. Mais en fait, c'est aussi ce que j'appelle la brisure de l'ego, c'est-à-dire qu'à un moment donné, arriver à dire, bah là, je peux plus en fait, je peux plus toute seule, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que l'on m'aide, j'ai besoin donc de faire appel à quelqu'un, un coach, un thérapeute, un psy, peu importe, mais de pas rester seul, c'est hyper important. Même quand on a eu l'habitude de fonctionner seul, on a des parcours un peu similaires, pas sur les mêmes choses, mais où on s'est bâti beaucoup seul. Et c'est pas parce qu'on a fait beaucoup de choses toute seule qu'on peut pas un jour avoir besoin d'aide. Et au contraire, en fait, c'est une immense preuve d'intelligence émotionnelle que d'apprendre à demander de l'aide. Et je pense que aujourd'hui, tu sais le faire. Je sais surtout vers qui me tourner. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut trouver aussi la bonne personne. Et pendant les années précédentes, avant de te connaître, mais combien de fois j'aurais pu avoir besoin de toi ou enfin d'une personne, tout de suite c'est toi. Mais voilà, et du coup j'ai été seule et j'ai eu quand même 3 prémices de cancer positionnées avec tumeurs et autres, donc comme quoi, et depuis 8-9 ans, je n'ai plus rien. Ouais. Et il m'est arrivé quand même encore, parce que la vie est un long chemin, loin d'être tranquille. Et il m'est arrivé encore plein de choses et voilà, aujourd'hui, je sais où aller, ou comment faire, les séjours, des moments aussi qui sont pour moi accompagnés. Voilà. Alors justement, tu dirais que tout ce que ça t'a appris de travailler sur toi, de libérer des choses, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui de t'accorder plus de temps, d'avoir plus conscience, tu vois, d'être plus dans quelque chose au lieu d'être dans quelque chose de curatif, d'être plus en amont et d'avoir conscience que tu as besoin de temps pour toi et que tu as plus de facilité à le faire, à prendre du temps pour toi. Est-ce que c'est... Oui, c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, et aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place. Un respect déjà aussi avec soi-même, et le respect du corps, parce que je l'écoutais pas beaucoup. Aujourd'hui, il faut l'écouter, il faut aussi entendre ce qu'il nous dit. En tout cas, faire des séjours aussi permet un petit peu de se reconnecter avec soi-même. C'est dur dans la vie de tous les jours, hein. Bon, moi j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai 2-3 jobs en même temps, je fais beaucoup de choses, donc les journées sont déjà presque complète. Si il y a un moment où on ne met pas un stop, on peut se laisser facilement, surtout passionné de tout. Voilà, on rebondit, on va ailleurs, on a des amis, on revient, on repart et autres. Voilà, non, il faut vraiment s'aligner entre le corps et l'esprit pour qu'il y ait un accord en tout cas entre les deux. Ouais. Alors aujourd'hui, donc tu as une agence immobilière depuis combien de temps tu fais ça maintenant ? 5 ans. Donc depuis 5 ans. Oui. Et là, tu t'apprêtes à acheter encore un autre commerce. Mais alors maintenant, plus avec tes enfants. C'est pas moi, oui, c'est pas mes enfants. Mais il y a toujours beaucoup de projets, en tout cas. Ouais. Alors, c'est pareil, c'est intéressant que tu dis ça. Qu'est-ce que représentent justement pour toi les projets ? Imagine, demain, il n'y a plus de projet. C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que il est important d'avoir toujours un projet, une invitation, un projet de vacances, un projet de week-end, un projet. Personnellement, je pourrais pas vivre sans avoir. Et mon esprit, de toute façon, va le chercher. Hein. C'est presque indépendamment de ma volonté. J'ai toujours un truc à mettre en place, toujours des choses. Voilà, ça va jusqu'à changer de voiture parce que c'est le moment, parce qu'il y a. Mais les projets sont indispensables pour revenir à une base, mettre un pied devant l'autre et avancer. Et ce qui me motive, et plus on va évoquer son projet, plus on va le rêver, plus on va travailler mais travailler dans la direction. Hein. Je parle pas que d'argent, mais dans la direction qui nous emmène sur ce projet. Ouais, voilà, si on se dit, tiens, je dois aller à l'île Maurice telle période, je travaille en conséquence, je mets les petits pécules de côté à chaque fois. En tout cas, j'ai un projet, j'ai quelque chose qui me donne envie, du soleil à venir. Donc, je sais que tout ça, ça enivre ma vie. Elle dit ça parce qu'elle est en train de projeter de venir me voir. On en a parlé, donc du coup, je dis voilà, oui, il faut mettre ça en place, faut aller. C'est ça. Ouais. Et c'est super chouette que tu dis ça, parce que je pense qu'effectivement, avoir des projets dans sa vie, c'est ce que je dis souvent, que ce soit aux élèves dans l'académie, c'est comme ça que je l'enseigne aussi, ou que ce soit à mes coachés. C'est la base de tout. Quand tu te lèves le matin, de savoir dans quelle direction tu vas, cette direction peut être une direction pendant une période de ta vie, puis changer de direction à un moment, mais tu sais la direction que tu prends, tu as des projets. Projet immédiat, le projet à une semaine, le projet à long terme, s'ouvrir des agendas, mettre des croix aux endroits. Et quand ça s'est mis
puis petit à petit. Et sans même parler de grandes ambitions, on est d'accord. Pas du tout, mais même préparer que la semaine prochaine, il faut que j'aille marcher 1 heure. La semaine prochaine, il faut que j'aille nager 1 heure, ou une demi-heure, ou je vais dans un spa, ou je vais voir l'esthéticienne. Peu importe, mais tout ça, c'est des projets, de l'argent, des choses à mettre en place, du temps. Et le temps. Il est incommensurable, donc il faut vraiment se projeter, se projeter dans le temps. Ouais. Et il faut quand même juste que je vous dise une chose. Virginie, c'est quand même la seule élève que j'ai qui un jour m'envoie un message. Elle me dit, tu croiras jamais d'où je suis. Et je lui dis, ben non, mais te connaissant, vas-y, j'écoute. J'ai trop hâte de savoir. Elle me dit, je suis en Inde. En fait, j'ai voulu faire un petit. Alors, je savais que tu partais en Inde, hein, mais elle me dit, mais tu me croiras jamais, mais c'est extraordinaire, mais je comprends pas ce qui m'arrive. En fait, j'ai cliqué sur Internet, j'ai pris un séjour dans un ashram, dans un endroit super sympa, donc bien pro yoga. Elle avait fait un peu de yoga avec moi. Et la nana, elle revient prof de yoga. Voilà. Elle a fait 200 heures de yoga. Elle me dit, je comprends pas, on se lève très tôt le matin, on fait beaucoup de yoga. Ils nous font courir dès 5 heures du matin. Je dis, putain, moi qui pensais faire aoum, aoum toute la journée. Je dis, en fait, nada. T'es en train de faire une école de yoga. C'était une formation, en fait. Et donc, comme tout était écrit en anglais, puis que j'y comprenais pas grand-chose, puis l'ashram avait l'air d'être bien propre et tout. Je dis, bon, c'est pas mal, de toute façon, je m'inscris, on verra bien. Et j'y suis arrivée, et en fait, effectivement, au bout de 3 jours de cure et de vide et tout ça, parce que c'était un séjour Ayurveda, donc yoga et tout ça, donc non mais un truc de fou, quoi. Alors, il y a une dernière chose que je voulais partager avec toi, c'est justement par rapport à on en avait déjà parlé dans un de mes épisodes avec Maud Ravier, ce côté, alors bon, c'est vrai que ça me parle beaucoup parce que je pense que je fais partie de ce lot-là de femmes où on choisit pas d'être que maman ou que épouse ou que carriériste, ambitieuse, etc. On a envie de tout faire. Ouais. Et je pense que tu es l'un des exemples même de ce genre de femme, alors un petit peu plus âgée que moi, et qui peut montrer aujourd'hui que tu as plus d'expérience que moi. Ce que je veux dire, c'est pas pour... Pas d'âge. On parle pas d'âge. Pas d'âge. Parle d'expérience. Toujours 40 ans, voilà, c'est ça. mais juste pour dire que, en fait, tout au long de ta vie, tu as toujours tout combiné sans choisir quelque chose de plus qu'une autre, en fait, finalement. Tu t'es jamais... Mon cœur s'est jamais divisé et c'est toujours agrandi. Ouais, et c'est aussi déchiré des fois, mais pour certaines situations. Mais c'est jamais divisé. J'ai tout ce que je fais, et ça sera le mot d'ordre aussi, quand même, tout au long de ma vie, tout est fait avec amour. Hein. Tout est fait avec amour. Je travaille avec amour, je vis avec amour, je me lève le matin avec amour. J'aime. Je veux que mon cœur... vraiment j'aime. Tout ce que je fais d'ailleurs, je l'aime. Bon, j'aime mes enfants inconditionnellement. Quoi qu'il se passe, quoi qu'ils fassent, quel que soit leur choix, c'est leur vie. Et tout ce que je fais, ça fait avec beaucoup d'amour. C'est hyper intéressant. Ah oui, tu es quelqu'un de toute façon d'hyper passionné. Quand tu parles d'inconditionnel, justement, je viens de finir d'écrire mon show et je parle de ça. Je parle d'amour inconditionnel. Et je pense que, en tout cas, c'est la vérité que je me suis avouée. Finalement, pas plus tard qu'hier dans l'avion, où je me suis dit que je crois que je suis, moi, en tout cas, ce qui me concerne, capable d'aimer inconditionnellement uniquement mes enfants. Là où on parle d'amour inconditionnel pour les êtres de manière générale, alors c'est rare que surtout une coach dise ça, parce que souvent on va dire l'amour inconditionnel. Mais en fait, finalement, quand tu réfléchis bien, je crois que les rapports sont assez conditionnés. Et c'est pas forcément malsain, c'est juste la vérité et c'est juste une honnêteté, une transparence d'avoir avec soi-même. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, un ami, une amie, un chéri, une chérie... Il y a 1000 façons d'aimer. Hein. Ouais, donc, mais il y a quand même des conditions. Bah oui. On est d'accord. Bien sûr. La preuve, c'est que quand tu t'es trompé, t'es dupé, à un moment donné, tu n'aimes plus. L'amour s'en va. Oui. Alors qu'avec un enfant, c'est différent. Oui, évidemment. Évidemment, puis c'est pas pas du tout le même amour d'ailleurs. Si on scinde bien et qu'on travaille bien sur l'amour en soi, l'amour de soi, l'amour en soi, c'est complètement différent. Ouais. On attend d'un mari, en tout cas on attend quelque chose. Ouais, on attend d'un mari, en tout cas ce qu'on donne, on voudrait le recevoir et autres. Voilà. Bon, il y a cette infidélité qui se place très souvent dans les couples.
Et c'est là, c'est pas de l'amour inconditionnel. Un mari, on peut divorcer d'un mari. Ouais. Voilà, on peut s'en séparer. Un enfant, il reste, mais à jamais ton enfant, C'est clair. quoi qu'il fasse. C'est pour ça que je parle souvent Donc, d'amour c'est pas la inconditionnel. même chose. Non, par rapport à un enfant. Voilà, donc il y a amour sous toutes ses formes, sous toutes les couleurs, sous tout. Voilà, j'ai des enfants merveilleux, vraiment. Je suis que fière d'eux et autres. Et il leur est arrivé comme tous les autres enfants, ils m'en ont fait comme tous les autres. Mais il y a un amour inconditionnel qui se pose, qui se met là, et ils le savent aussi. Je suis leur j'ai pas honte de le dire, leur pilier aussi Pilier. d'amour, pilier d'amour. Quand ils ont besoin de venir chercher, de se nourrir, ils viennent me voir. Voilà, se nourrir d'amour. Ils ne viennent pas se nourrir de besoins d'argent ou de temps ou autre. Besoin d'amour. Ils peuvent repartir. Voilà, c'est vraiment. Je crois aussi que c'est ça, Virginie, chez toi, que j'aime plus que tout. Et qui force tellement l'admiration et le respect, c'est cette capacité que tu as d'être une mère. Mais pas mère dans le sens je suis mère, je suis maman, mais tu incarnes vraiment, pour moi, l'idéal de la maman. C'est-à-dire, non, vraiment, c'est vrai. C'est-à-dire ce pilier et cette ressource. C'est-à-dire que c'est comme si tes enfants, et pas que pour tes enfants, hein, tu l'as aussi pour tes amis, de pouvoir aller à ton contact, se brancher parce qu'on manque un peu d'électricité, donc on vient se rebrancher pour l'énergie. Voilà, d'énergie, etc. Et de conseils, t'es forte de conseils, t'es forte. Et pour tes enfants, ben moi, j'ai toujours vu d'un regard extérieur une vraie maman, comme pour moi et pour beaucoup d'autres, je pense, l'idéal de la maman, c'est-à-dire celle qui protège, vraiment dans le côté louve, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un animal que tu prends souvent en référence. Oui. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, la louve, je pense, devrait représenter cet animal, la maman, qui vient protéger ses petits. Et à son contact, ben, on se sent rassuré, protégé et rempli d'amour, en fait. Et c'est vraiment ce que tu fais divinement bien avec tes enfants, avec tes amis. C'est vraiment ce que tu dégages, je pense, le plus. Et tu vois, s'il y avait vraiment, pour moi, de tout ce qu'on a dit, je pense que ça serait ça. Ça serait ce qui te représente le plus, c'est vraiment ça, tu vois. Et cette inspiration-là, bah c'est celle-ci aussi. Et souvent, les maris, donc, sont jaloux de ne pas avoir cet amour inconditionnel. Et donc, les pères, tu veux dire. Les pères, quoi. Oui, ouais. ou les hommes. C'est ce que tu as ressenti souvent. Bah, je pense que c'est ce qui a souvent mis la distance, en tout cas. Parce que tu étais avec des hommes qui n'étaient pas positionnés correctement en tant que père, probablement. Parce que si toi, t'es fort positionné en tant que maman, et si l'homme veut se sentir à sa place en tant qu'homme et en tant que père, bah, il faut qu'il soit super puissant dans sa paternité, dans son mâle alpha. Sinon, effectivement, il est dans ton ombre. Oui, il est jaloux. De ne pas lui recevoir cet amour, et qui veut recevoir, mais qui ne donne pas. Ouais, bien sûr. C'est un problème chez lui, c'est sûr, certainement. Ouais. Bah, ou chez eux. Oui, ou chez eux. Parce que je ne suis pas toute seule à avoir ce problème-là. Ah bah non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. On va nous reprocher pendant les 3-4 premières années d'être trop avec nos enfants, alors que c'est le moment de toute une éducation importante. Et combien d'hommes se sentent je me sens frustrée, je suis pas là et tout, mais c'est pas le moment où il faut être là. Par contre, après, c'est à eux de reprendre le relais sur certaines choses et tout. Voilà, il y a aussi tout ça à mettre. C'est sûr, c'est à mon avis. Et beaucoup de couples souffrent très vite au démarrage par cette mise en place. Quand j'ai des amis ou des gens, ou même mes filles qui sont en couple, qui ont démarré et tout, je l'explique ça. J'essaye aussi à mes gendres d'expliquer aussi ce positionnement à un moment donné où ils peuvent être un peu heurtés. Enfin voilà, fallait essayer d'aider quoi au maximum. C'est ce que tu fais très bien. Merci. Alors, si tu avais un mot de la fin, peut-être à témoigner aux auditrices, surtout qui vont nous écouter, j'espère des auditeurs, mais surtout des auditrices, qu'est-ce que ça serait en fait pour que ces femmes se réalisent, peut-être se sentent mieux, fortes de ton parcours? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Rêver grand, déjà, positionner des rêves, des choix, que le temps va si vite qu'il faut vivre l'instant présent. Voilà, avec ses choix, son amour. Ouais, c'est ce que je pratique tous les jours. Un projet, de l'amour, et tout roule, quoi. Voilà. Et rêver.
rêver de ce qu'on a envie de faire, pas des choses non plus, mais rêver, tout est possible. On est dans une vie où tout est possible. Tu sais que c'est l'un de mes mantras, tout est possible, tout le temps, je le dis. Et je suis évidemment complètement d'accord avec toi. Et à n'importe quelle échelle, on parle pas forcément. Et quand on veut, on peut. Mm. C'est pour ça que quand t'as un mec qui dit « Ah ben non, je peux pas, je machin », tu veux pas, tu peux pas. Terminé. Quand on veut, là, tu parlais d'un date, d'un rendez-vous. Non, mais de n'importe... Si, il m'a semblé que tu parlais un petit peu comme ça. Mais je donne ça comme exemple parce que tu veux, Ouais. mais quand on veut. C'est clair. Quand on complètement veut, d'accord. le choix que tu as fait, tu le veux, tu l'as en toi, tu peux. Ouais. Voilà. Mais pour quoi que ce soit. Tout Alors pareil, ça va le sport. du moindre rendez-vous, du moindre tes enfants ou machin qui même mes enfants ils peuvent me dire c'est parce que t'as pas envie. Si tu peux pas, c'est que t'as pas envie. Enfin voilà. Je fais un choix vraiment. Voilà, je peux le faire. Et il y a aucune limite. D'ailleurs, je n'en vois même pas. Voilà. Magnifique. C'est un superbe mot de la fin. Merci beaucoup, Virginie, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je sais que ton temps est précieux. Donc, merci d'avoir accepté ce moment. C'est moi. Merci, Marilyn, d'être si débordante aussi d'énergie. Hein, parce que sinon, tu ne serais pas en face de moi. C'est chouette. En tout cas, j'ai fait un bon retour. Ça m'a fait du bien aussi. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Je vous invite vraiment, en vous abonnant, vous allez avoir tous les épisodes qui vont arriver automatiquement. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Peut-être que beaucoup d'entre vous le savent déjà et plein d'autres ne le savent pas encore. Nous avons une superbe communauté qui s'appelle Madame Bonheur Community depuis le mois de décembre. Vous êtes déjà super nombreux, plus de 200 à nous avoir rejoints. N'hésitez pas à venir sur la communauté. Vous allez avoir des parcours, beaucoup de choses, tout relié autour du bien-être. On vous attend nombreux. Il y a énormément de solidarité dans cette communauté. Vous allez pouvoir retrouver des parcours en autonomie, que ce soit de l'EFT, libération de vos blessures, du pardon. Il y aura du yoga à terme, du feng shui, plein de choses. Je vous attends très nombreux. On a aussi un live par semaine dans la communauté avec plein d'experts. Donc, je vous attends très nombreux dans cette communauté. À bientôt.